Ciao à tutti, bienvenue dans le podcast Stylé Juve, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité de la Juventus. Aujourd'hui, pour cet épisode 27, on va évidemment parler de la Ligue des Champions, puisqu'elle est de retour. La phase à élimination directe de la Ligue des Champions débute cette semaine pour la Juventus avec ce choc, l'une des plus grosses affiches de ces huitièmes de finale, le déplacement du côté de Madrid pour y affronter l'Atlético. Avec moi pour en parler ce soir, il y a notre community manager. Salut Rafa. Salut. Et puis il y a aussi Cosimo qui est avec nous ce soir. Salut à tous. On fait évidemment un petit clin d'œil à Calo qui nous a quittés maintenant, qui ne gère plus la technique, et on le remercie du coup pour avoir assuré la transition. Et puis un invité spécial aujourd'hui, François Miguel, qui gros bonus en plus et intervient directement en direct de Madrid. Salut François. Buonasera. Merci de nous avoir rejoints. Avant donc de débuter les hostilités et d'attaquer ce match contre l'Atlético, on va revenir vraiment très rapidement sur la rencontre contre Frosinone, avec donc une large victoire de la Juve, 3-0. Dybala a marqué, Cristiano Ronaldo a marqué, Bonucci et Chiellini ont joué, il n'y a pas de bobo. En bref, on ne pouvait pas rêver de meilleurs matchs pour préparer justement la rencontre contre l'Atlético. Je pense que tu es d'accord avec moi, Cosimo. Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que on a tous nos titulaires qui sont revenus. Donc là-dessus, on aura vraiment aucun problème de blessés qui devra arriver, pas de joueurs absents majeurs pour le match qui va arriver. Il y a eu aucun flop, on peut le dire. C'est quand même un 3-0 net et sans bavure. On n'a pas eu de soucis dans le jeu, on n'a pas eu de période de temps faible, on a eu des temps forts qui ont été concrétisés, on a eu un très grand Dybala, on a même eu un Khedira qui était pas mauvais. Donc non, dans l'ensemble, on a eu un très bon match, une très bonne préparation. Le retour de Chiellini, Bonucci avec une certaine importance, puisque voilà, c'est la charnière défensive qui nous faudra, et Chiellini a joué que 60 minutes. Donc aucun problème. Voilà. Rafa, est-ce que ce match t'a mis en confiance avant justement ce début en Ligue des Champions? Alors oui, dans le jeu, on a été irréprochable, on a fait très peu de fautes, on a pris 2 cartons jaunes, certes, bon, c'est des faits de jeu. On a beaucoup de tirs au but, on a beaucoup cadré, c'est vraiment un point positif, on a la possession pendant tout le match. Frosinone a eu quelques tirs, mais bon, dans le jeu, c'était vraiment satisfaisant. On a eu un très bon Cristiano, comme d'habitude, comme je peux dire. On a un très bon Bonucci, je suis très, très content. Et puis on a eu un excellent Dybala. Je pense que c'est sa meilleure prestation depuis le début de la saison. J'espère que c'est de bonne augure pour la suite, pour le match très important qui arrive. On a eu une très bonne paire allemande au milieu de terrain avec Can et Khedira. C'était très satisfaisant aussi. Mais en fait, on n'a pas eu, comme a dit Cosimo, on n'a pas eu de joueurs en deçà. Les remplaçants ont fait leur boulot, et puis on a plutôt très bien joué. Moi, pour moi, si j'ai eu quelques craintes au vu des dernières semaines, depuis la semaine dernière et maintenant ce match-ci, je suis assez content de notre prestation générale. Alors le Napoli hier soir a fait match nul 0-0 contre le Torino. La Juve se retrouve maintenant avec 13 points d'avance si je ne fais pas d'erreur. Dans 2 semaines, il y aura un match contre le Napoli. On peut considérer que d'ici ce match-là, on aura fait une croix sur le titre. Cosimo, on va le jouer dans 2 semaines, ce titre, non? Alors déjà, d'une part, je ne suis pas superstitieux, mais je ne porterai pas l'œil, donc je ne dirai rien à ce point de vue-là. Pour moi, c'est pas joué. Mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'à 13 points, on peut quand même se dire que c'est quand même plus de 4 victoires d'écart. Le Napoli va devoir jouer la Ligue Europa. Je pense que le Napoli, contrairement à l'époque de Sarri avec Ancelotti, va vouloir jouer la Ligue Europa. Je pense que ça va être une étape assez importante pour essayer de monter une certaine valeur, une certaine estime de l'équipe, même vis-à-vis européen. S'ils veulent passer un cap, le Napoli, il va falloir plus qu'un entraîneur. Je pense qu'il va falloir peut-être des joueurs de renom. Pas qu'ils ont une mauvaise équipe, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain cycle qui commence peut-être à tourner un peu au vinaigre, qu'ils ont voulu changer avec Ancelotti, qui a bien marché en début de saison, mais la période de mou qui arrive en janvier-février de Mertens et Insigne arrive chaque année, et c'est un véritable problème pour l'équipe. Donc je pense que on peut dire qu'on est en très bonne voie, parce que au final, on sait très bien que Napoli aura plus de matchs à jouer et ils vont vouloir faire un parcours européen. Ils vont pas faire la même erreur que
que les années d'avant. Donc je pense que oui, sur la longueur, ça devrait vraiment plus jouer à grand chose, à moins de catastrophe, quoi. Bon, Raphaël, c'est pas une question avec beaucoup de suspense, mais il est gagné le titre. Pour moi, s'il est pas gagné, on l'a à 90%. Je trouve que le Napoli a fait une erreur d'avoir libéré Hamšík maintenant. Le départ en Chine d'un joueur cadre comme ça, un capitaine, je trouve pas que ce soit une bonne idée. Après, je suis pas le Napoli, je peux pas juger les performances de Hamšík, mais je pense que dans le vestiaire, vous êtes quand même un leader de groupe et je pense que ça doit faire. Je pense que c'est dommage quand même de le voir partir. Pour le Napoli, bien sûr. Après, match nul contre Torino, le Napoli, pour entre guillemets défendre, ils ont pas été. Ils ont pas eu beaucoup de chance, on va dire, ils ont tiré 4 fois sur les montants, ils auraient pu avoir 4-0, il y aurait rien eu ça aurait choqué personne, quoi, à part Sirigu a fait un match incroyable, mais vraiment un très 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 bon match. Ouais, et déjà la semaine dernière contre la Fiorentina avait sorti un match XXL, donc le sort s'est un peu acharné contre eux. Ouais, et puis le sort s'acharne contre eux, et puis nous, de notre côté, ça nous réussit, nous on prend encore plus de points d'avance. Et là on est à plus 13, je vois pas comment il pourra venir, on n'a pas de défaite en championnat, je vois pas pourquoi tout d'un coup on s'écroulerait, 4 défaites, boum, non. Pour moi, si on n'a pas le titre, c'est vraiment une erreur professionnelle, et vu la mentalité de la Juve, et vu la mentalité qu'on a en ce moment, et vu que c'est pas dans la philosophie de la Juve de jeter des matchs, et là c'est sûr, pour moi on a le titre, comme j'ai dit, mais faire attention quand même, mais c'est de bon augure. Bon, du coup, on va pouvoir se concentrer pleinement sur la Ligue des Champions et donc un huitième de finale déjà explosif avec ce duel contre l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, ce week-end, a gagné 1-0 contre le Rayo Vallecano, si je me trompe pas. François, comment était l'Atlético Madrid sur ce match-là? Alors déjà, je voudrais juste faire une petite parenthèse, que vous avez parlé vous avez pas parlé du plus important, qui est l'adversaire de Robbie Baggio. Oui, bon anniversaire à notre grand champion et ancien ballon d'or, Roberto. Et donc j'en profite donc pour un peu introduire ma personne à Stilo Juve, je le dis Forza Viola. Voilà, c'est voilà qui est fait. Du coup, c'est fin du podcast. Voilà qui est fait, et je tiens à rappeler qu'en tant que je suis d'origine toscane. Et donc n'oubliez pas que Allegri et Chiellini sont toscans. Donc voilà. Et de niveau évidemment, et on s'en rappelle à chaque fois qu'on entend leur accent très prononcé. Désolé de parler l'italien, mais bon bref. Passons. J'ai un peu fait du foot italien quand j'étais un peu plus jeune. Je faisais les académies Fiorentina à orjeu.net. Voilà. Si certaines personnes lisaient ce que je faisais n'importe quoi dans ces académies. Bref, pour revenir j'étais obligé de le faire. Je suis désolé les gars. Pas de souci. Pour en revenir à Atletico, petite victoire 1-0 à Vallecas contre le Rayo, donc un derby. Voilà, à Madrid, il y en a beaucoup. Voilà, but d'Antoine Griezmann. Ça sauve la boutique, comme souvent. L'Atlético, c'est clairement pas la grande année de l'Atlético dans le jeu. On en parlait dans le podcast de Fola Liga tout à l'heure. On l'a fait juste avant vous. On a l'impression de revenir à une sorte de cholisme au 1.0, c'est-à-dire que les bases absolues, donc beaucoup de défense. Très peu de velléité offensive, c'est très compliqué pour Griezmann d'avoir une bonne coordination avec ses joueurs. Ils ont beaucoup de joueurs intérieurs, Koké, Saúl notamment. C'est pas terrible quand même l'Atlético. Dans le jeu, c'est quand même très loin d'être satisfaisant. On prend pas de plaisir. Alors il y a des victoires qui sont étriquées, des fois ça c'est dans le sens inverse, ils ont gagné contre le Rayo, mais il y a pas longtemps ils ont perdu 1-0 contre le Betis. Voilà, j'étais au derby au Vanda la semaine dernière, ils ont tenu un quart d'heure, et après avant de complètement sombrer avec le milieu de terrain Kroos, Modric, Casemiro qui sont complètement broyés, c'est dû à l'absence notamment de Koké et de Rodri, qui est peut-être pas le plus connu des milieux de terrain de l'Atlético, mais qui pour moi à l'heure actuelle est vraiment l'un des meilleurs milieux défensifs d'Espagne. C'est pas nouveau, il était déjà très très fort à Villarreal. Et il avait quelques douleurs. Simone expliquait en conférence de presse qu'il avait eu quelques douleurs, qu'il avait pas fait démarrer, donc il a joué la dernière demi-heure. Ça s'est ressenti énormément. Et quand il est rentré, le résultat était déjà figé. Voilà, ils sont très dépendants de ça. Après, ils ont beaucoup de blessés. Là, ils sont pas en train de récupérer leurs joueurs. Mais est-ce que ce sera suffisant? Voilà, à titre personnel, je mets la Juve sur la double confrontation favori quand même.
Alors, il y a un peu tout type d'avis sur ce match. Les tifosi de la Juve, en tout cas, sont assez divisés. Il y a ceux qui considèrent que la Juve est supérieure, qu'elle est plus forte et qu'elle est largement favorite. Et puis, il y en a d'autres un petit peu moins optimistes comme moi qui se disent, d'accord, l'Atlético est pas forcément top en championnat, mais on sait que ces équipes-là, avec leur mentalité en plus, elles sont capables d'élever leur niveau de jeu sur une double confrontation. Est-ce que tu penses justement que l'Atlético Madrid est capable de montrer un visage différent cette année en Ligue des Champions et d'aller montrer d'aller chercher tout simplement un résultat contre la Juve et voir une qualif? Alors, grande question. Faut pas oublier quelque chose de très important, enfin deux choses très importantes. C'est que déjà l'Atlético joue sa saison sur sa double confrontation. Ils jouent leur saison en Ligue des Champions. Parce que le championnat, si ça veut rigoler, ils vont peut-être revenir sur le Barça. Alors déjà la semaine dernière, c'était terminé, puis là le Real a perdu, donc du coup, c'est un peu, ils sont revenus dans la danse, ils sont repassés deuxième. Il va y avoir un Séville-Barça très important. Qui va soit définitivement les poser sur le podium, soit relancer complètement la tête du championnat. Donc ça c'est une chose. Mais il faut oublier non plus que la finale se jouera au Wanda Metropolitano, donc chez eux. Donc ça rajoute de l'ambition aux joueurs de Simeone. À l'heure actuelle, c'est vraiment très compliqué. Tu prends la Juve, t'as Ronaldo qui va avoir. Lui, tout ce qu'il va montrer, Ronaldo, s'il va rentrer en Espagne, c'est je suis toujours le meilleur. C'est qui Messi. Regardez, changer d'équipe. Moi, je prends les défis. Et je suis meilleur buteur, meilleur passeur de Serie A, et je reviens en Espagne, j'éclate tout. Ronaldo, c'est 22 buts contre l'Atlético Madrid, c'est sa 3e victime préférée. Ouais, c'est sûr que la Juve n'a jamais été aussi forte, je pense, parce que t'as quand même l'expérience des saisons passées, même si t'as des joueurs qui sont un peu vieillissants comme Chiellini, même si Chiellini est éternel, on est tous d'accord là-dessus, mais quand même, il y a le poids des ans et tout ça, donc voilà, ils vont quand même une grosse pression. Moi, je pense que globalement, l'Atlético va jouer 0-0 ou le hot up. Voilà, ils vont faire vraiment du basique, 2 lignes de 4 très resserrées, ils vont jouer 4-4-2, 2 lignes de 4 très resserrées avec les intérieurs, avec Thomas Partey qui va et Rodri en double pivot, je pense. Coquille, je sais pas s'il va être suffisamment remis. Je l'ai vu hier à la Ciudad de Volte, parce qu'il y avait le match de foot féminin, la demi de coupe de la Reine. Atlético, Barça, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés. Alors, je pense qu'ils sont venus pour le match, mais surtout pour faire des soins. Donc, ils sont déjà très motivés par le match, parce que ça a dû laisser quelques traces le match. Vallecas, c'est pas une très bonne Toulouse, c'est pas un très bon stade. Ils ont dû batailler, donc ils ont dû récupérer. J'ai vu passer au moins la moitié de l'équipe hier. Donc déjà, ils sont focus sur le match de la Juve. Voilà, c'est la grande question. Après, si on s'amuse à faire ligne par ligne, très sincèrement, je pense que, ouais, vu les états de fraîcheur des uns et des autres, je vois pas bien comment la Juve peut être inférieure. Après, c'est pas non plus l'avantage. Je dirais 55-45. Je vais pas dire 60-40. Tu vois, sinon c'est beaucoup trop. Mais après, hormis, je pense que là où vraiment l'Atlético est au-dessus, c'est au niveau du gardien de but. Parce qu'il y a No Black. Justement, c'est ce que j'allais dire. En fait, il y a 2 joueurs qui sont vraiment considérés comme des références à leur poste dans cette équipe. Ce serait Yann Oblak justement et Griezmann. Donc ceux-là, on les connaît très bien. Et en dehors de ces 2 joueurs-là, quelles seraient pour toi les principales forces individuelles de l'Atlético Madrid? Moi, j'adore José Jiménez, même s'il a fait une erreur de cadet contre le Real Madrid sur le pénalty de concède sur la faute de Vinicius. Mais José Jiménez, il est vraiment très fort. J'aime beaucoup Lucas Hernandez, en France on ne présente plus, mais lui, et je pense qu'il sera même meilleur central que latéral. Rodri, j'en ai parlé. Saúl Ñíguez, il peut jouer partout, il peut jouer latéral pour dépanner, il peut jouer latéral, il peut jouer intérieur, il peut jouer sur un côté. Enfin bon, c'est vraiment un milieu protéiforme. Franchement, ils ont une belle équipe, mais le problème c'est que ça joue pas suffisamment au foot. Alors défensivement, ils sont toujours aussi costauds, mais le problème c'est que comment t'arrives à effectuer des transitions offensives, je trouve, franchement, on prend pas de plaisir depuis des années à regarder Real Atlético. C'est vrai que ça fait depuis 2 ans, même quand ils gagnent la Ligue Europa l'an dernier contre l'OM, ils la gagnent parce que intrinsèquement ils sont plus forts. Là, c'est quand même parce qu'ils ratent aussi leur début de saison. Faut pas oublier qu'ils font 2 fois match nul contre Karabakh et qu'ils se plantent complètement. Là, cette année, c'est vraiment l'objectif affiché du club. C'est vraiment accrocher cette Coupe d'Europe qui leur manque, parce que depuis 74, il leur arrive que des finales rocambolesques où ils perdent
ils perdent la Ligue des Champions 74 contre un but à 118e minute, 119e minute, enfin un truc improbable. Ils perdent le match d'appui 4-0 contre le Bayern. Il a à Lisbonne, ils la perdent avec le coup de tête de Ramos à la 94e. Il la perd au tir au but. 96e même. Le temps additionnel a été terminé. C'est mon petit avis. Voilà. Après. Ouais, voilà, tu vois, ça ils vont, c'est pas possible, tu vois. Et là, il a perdu au tir au but 2 ans après avec Juan Fran qui vient du Real Madrid qui tape le poteau. Enfin, t'as que cette année vraiment ils ont décidé de la gagner, mais est-ce que l'état de forme des joueurs est celui d'il y a quelques années? C'est pas sûr. Ils sont après ils commencent à reprendre un peu à avoir des cartouches un petit peu en devant. Ils ont quand même Lemar, ils ont Angel Correa. Je suis un petit peu partagé sur ce joueur-là, je trouve. Il peut être très fort, mais il peut être aussi très brouillon. Costa revient, Diego Costa. Est-ce qu'il a pas 90 minutes dans les jambes, mais il a joué contre le Rayo. Bon, évidemment, je sors Griezmann du lot parce que bon, Griezmann, c'est la folie, c'est un amour de joueur et on se demande vraiment. C'est heureusement pour Simeone qu'il aime ce style de jeu-là. Heureusement qu'il arrive à s'épanouir dans ce système-là où il décroche beaucoup, où il va chercher les ballons, où il est passeur, buteur, parce que sinon c'est pas possible, quoi. Et après, évidemment, il y a un joueur que vous connaissez bien, c'est Alvaro Morata. Eh oui, parce que nous, Morata, il nous rappelle de bons souvenirs européens, donc on se demande un petit peu dans quelles conditions il arrive à Atlético. Est-ce qu'il est prêt à jouer titulaire? Est-ce qu'il est prêt à jouer dans le système de Simeone? Nous, on a le souvenir quand même d'un bon joueur de contre, donc on se dit que c'est forcément un joueur qui peut nous faire très mal sur une contre-attaque. Alors vous avez beaucoup de chance parce que je n'aime pas ce joueur. Donc pour le coup, je suis vraiment désolé, mais enfin c'est pas que j'aime pas ce joueur, mais je suis très en Espagne, ils en ont beaucoup fait sur Morata. Surtout par rapport à Costa d'ailleurs. C'était assez surprenant de les voir sous le même maillot. Morata, il a plutôt bien marché à la Juve. Il s'est quand même fait dégager 2 fois par Benzema au Real Madrid parce que Morata c'est un pur neuf et que Benzema c'est un joueur de combinaison et qui avait compris qu'il fallait qu'il se mette au service de Ronaldo pour jouer, pour briller. Et d'ailleurs, il a très bien fait. Chelsea, il a pas marché. Donc là, il se retrouve un peu à Atlético, qui est son club formateur. Avant de partir au Real Madrid, il a joué là. Bon, il a mis le plus beau but de l'année non validé. Il a mis un superbe lob contre face à Courtois, mais il était hors jeu, donc voilà. Est-ce que en dehors de ça, il s'est pas mis beaucoup en valeur contre Real Madrid? Dans les déplacements, je l'ai pas trouvé particulièrement incisif non plus. Il est souvent pris au piège du hors-jeu. Voilà, c'est pas. Je pense que la Juve fera le jeu. Donc effectivement, si les meilleures rencontres, ça peut fonctionner. Mais après, c'est vrai que je trouve un peu inattentif sur certains coups. Après, il faut pas oublier non plus qu'à une époque au Real Madrid, il faisait partie du fameux plan B de Zidane et qu'il a beaucoup marqué en fin de match. Je me rappelle d'un but contre le Sporting à une époque où le Real Madrid était pas forcément très bien. En match de groupe, et il est rentré à 93e, il met un coup de tête et tu prends 3 points et tu relances la machine et en Ligue des Champions t'es premier de ton groupe. Donc voilà, il est capable de. Moi, je le verrais bien rentrer en fait. J'aimerais bien le voir rentrer pour amener de la fraîcheur, amener un peu de poids après que peut-être pas Costa, mais peut-être un joueur comme Correa qui est vif, qui peut vraiment gêner la défense. Je le verrais bien terminer la partie, genre la dernière demi-heure, ça serait plutôt intéressant. Après, parce que oui, là, Costa est attendu titulaire et Morata sur le banc. Franchement, je pense que Morata a plus parti pour être titu. Hein. Vu l'état de Costa était longtemps blessé, je sais pas s'il est en mesure de prendre ne serait-ce 1 heure de jeu en 8e de Champions. Mais bon, après, si t'as un Costa, peut-être que dans 2 semaines, ça sera peut-être l'inverse. Après, ça dépendra du résultat. Mais si au retour, tu te prends Costa pendant 1 heure, tu prends des coups de coude, tu prends des provocations et compagnie, là, ça peut devenir très embêtant pour la Juve au match retour, en fonction du résultat, évidemment. Raphaël, t'es un fan de la Juve, évidemment, mais on sait que ton joueur préféré, c'est Antoine Griezmann. Est-ce que tu considères que Griezmann a la force, la capacité pour remporter ce match presque à lui tout seul, entre guillemets? C'est une expression très journalistique, mais est-ce qu'il en a les moyens? Pour moi, non, Griezmann ne pourra pas gagner le match lui tout seul parce que on a des défenseurs qui vont le museler. Il pourra pas trouver la solution tout seul. Par contre, s'il y a une bonne patte qui arrive de Saúl, qui lui trouve un bon angle ou un petit centre de Lucas qui un petit peu hors trait, Griezmann peut peut-être faire un dribble et prendre de vitesse un des 2 joueurs, un des deux monstres défensifs qu'on a chez nous. Et moi ça me ferait chier parce que Griezmann c'est mon joueur préféré et j'ai pas envie de le voir marquer quoi. Du coup il pourra pas gagner le match tout seul comme j'ai dit, ça c'est sûr.
Mais sur un coup de génie comme il le fait si bien, tout est possible. Tout est possible. C'est pour ça qu'il faudra être très attentif et que c'est ça le particulier du jeu de Simeone. Reprends-moi, François, si je me trompe. Mais il laisse le jeu et puis tout d'un coup, il y a un électrochoc et en fait, ils attaquent pendant 2-3 minutes, même 5 minutes et c'est là que ça peut accélérer et aller très vite et marquer derrière. Donc, moi, c'est pour cette crainte que la Juve a tendance à être passive à des moments et qu'en fait qu'on tourne dans un trou de passivité et que derrière les joueurs de Simeone, ils voient cette occasion et puis ils vont à fond et derrière Catenaccio et on marque pas de but. C'est ma seule crainte. Après, est-ce que Griezmann gagne match tout seul? Non, mais comme j'ai dit, il peut marquer, c'est sûr. Bah, écoute, après, c'est sûr que l'Atlético aime pas spécialement faire le jeu. Bon, c'est pas vraiment, ils ont pas spécialement les joueurs pour. Leur meneur de jeu, leur buteur, c'est Griezmann concrètement. Après, ils ont des joueurs de qualité, mais c'est vrai qu'ils vont plutôt chercher à verticaliser les ballons qu'ils vont avoir avec voilà sur des contre-attaques. Ça, je pense que c'est évident. Ils vont laisser le jeu à la Juve. C'est là où ils sont dangereux. C'est vraiment là où ils sont dangereux. Ils sont pas suffisamment fous pour s'exposer au contre de quelqu'un comme Ronaldo, par exemple. Donc, oui, ils vont chercher à avoir un peu des joueurs rapides sur les côtés, mais après, si tu mets Saoul, c'est pas un joueur, c'est pas un ailier, Saoul. Tu peux avoir Lemar, tu peux avoir Correa. En deuxième mi-temps, tu vas peut-être avoir Vitolo. Bon, voilà, Vitolo, depuis qu'il est parti de Séville, n'est que l'ombre de lui-même. Donc, le risque serait assez limité. Quoique, on ne sait jamais, mais c'est vrai que ça reste, on va dire globalement pour schématiser, il y a 8 joueurs défensifs, 3 joueurs offensifs. En général, à l'Atlético, avec oui, Griezmann, il peut aussi te sauver il peut te sauver en tirant bien corner, il peut te sauver en tirant un coup franc, il peut te sortir quelque chose, quoi. Et puis, il y a aussi un joueur, le facteur X, alors je vous l'annonce, Saúl Ñíguez. Si Saúl Ñíguez marque, l'Atlético ne perd jamais. Donc, je crois du coup, avec beaucoup d'attention. C'est rassurant, du coup. Et je me demande si Saúl Ñíguez, même quand il marque, l'équipe gagne à chaque fois. Je crois que c'est ça la stat. En tout cas, et en plus, Saúl Ñíguez ne met que des beaux buts. Donc, ça c'est vrai. Donc voilà, je l'adore. Franchement, c'est un joueur que j'adore. Je trouve il est au-dessus de Coquet. Donc, Coquet je trouve, là il est un peu reparti, mais il a stagné pendant un petit moment, je trouve. D'ailleurs, c'est vu à la Coupe du Monde. C'est notamment lui qui rate le tir au but contre la Russie avec Diego Costa qui avait dit à Hierro, je te l'avais dit qu'il fallait pas le faire tirer. Le groupe vit bien, mais c'est vrai que tout va se développer autour de Griezmann. Donc ça va être clairement le joueur à surveiller, alors que je pense qu'à la Juve, t'en as quand même plusieurs. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas trop suivi le championnat italien, mais bon, hormis Ronaldo que j'ai vu quelques fois au stade, t'as quand même du Dybala, t'as Cuadrado. Bon bref, passons sur Cuadrado sera blessé. Par contre, il y a Joao Cancelo. Ah, il est blessé. Peut-être bien avec la Ligue. Ah oui. Alors Jean Cancelo, intéressant parce que pour faire un petit aparté sur lui, je l'ai vu commencer à Valence, donc avant qu'il parte à l'Inter. Et c'était un très mauvais défenseur. Donc alors il a une qualité de centre qui est monstrueuse. Et Marcelino, l'objectif de Marcelino, c'était de le convertir en ailier. Je crois que l'idée c'était ça, même si vraiment c'est des gros problèmes au niveau du latéral droit depuis plusieurs saisons. Est-ce qu'il aurait reculé? Quand il jouait latéral droit, c'était un jeune joueur, donc effectivement au niveau tactique, je se retrouve dans une équipe en plus qui défend. Valence, c'est une équipe qui fait de la contre-attaque. C'est pas une équipe qui pratique le jeu, c'est pas dans son ADN de faire le jeu principalement. Donc, non, mais alors, la transition est toute trouvée justement parce que il s'avère que aujourd'hui, Allegri réfléchit à sa formation 4-3-3 ou 4-4-2. Il a l'air peut-être de pencher vers le 4-4-2 avec justement Joao Cancelo ailier. Parce que même s'il a beaucoup progressé sur la phase défensive, Allegri a pas envie de se faire piéger en contre, donc il hésite entre Joao Cancelo et Bernardeschi ailier droit, avec Deschilio du coup latéral droit pour couvrir son arrière. On sait aussi qu'Allegri aime bien jouer avec un latéral défensif et un latéral offensif, donc du coup il y aurait Deschilio défensif et Alexandro offensif. Cosimo, on a pas mal parlé déjà de cette problématique. Oui, avec Dybala sur le banc, Dybala pas sur le banc. Du coup, est-ce que avec une semaine de recul et à l'approche de ce match, t'as un avis plus clair? Est-ce qu'on peut vraiment se permettre de mettre Dybala sur le banc pour ce match-là? Disons que j'ai perdu une seule chose. Malheureusement, je n'ai pas pu voir l'Atlético pendant un certain temps, mais
j'ai un ami à moi qui suit énormément l'Atlético et je lui ai posé quand même quelques questions, c'est tout à fait normal de ma part de lui poser des questions pour savoir comment elle a abordé le match d'Atlético, et pour moi c'est une grande inconnue parce que le problème c'est que comme on a pu le dire depuis tout à l'heure, c'est une équipe qui a une certaine manière de jouer, qui ne fait pas du beau jeu mais qui peut être dangereux sur 5 minutes, et on peut totalement dire que c'est notre pire adversaire à ce niveau-là, parce que nous on va tendance peut-être à faire un peu de jeu et on va tendance à se relâcher pendant 5 minutes, et 5 minutes qu'il faudra pas se relâcher justement, et ça peut être compliqué. Et en fait, la question que je me pose, c'est que pour moi, le fait de jouer en 4-4-2, ça serait prendre vraiment l'Atlético au sérieux, parce qu'il faut les prendre au sérieux, et là-dessus il y a aucun problème. Mais j'ai l'impression quand même que ça fait un peu manque d'ambition, dans le sens que Allegri, il n'arrête pas de le répéter en conférence de presse, il faut avoir peur de personne, il faut jouer il faut jouer le jeu, il faut toujours aller de l'avant. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que mon pote qui suit l'Atlético m'a dit que quoi qu'il arrive, Simeone met toujours une intensité très 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 forte les 10 premières minutes au Wanda Metropolitano. Quoi qu'il arrive cette saison, et depuis un an et demi, depuis l'ouverture du stade, ils font toujours ça. Le truc, c'est que je sais que la Juve, en général, c'est un bon diesel. Moi, j'ai peur qu'on se fasse avoir dès le début, surtout avec une approche assez défensive. Alors, on pourra critiquer Allegri de toutes les manières. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de pessimistes sur le réseau vis-à-vis d'Allegri ou quoi que ce soit, mais je le prendrais plus comme un facteur un peu de résignation quand même, de se dire bon, on va pas prendre trop de risques, ce qui peut être normal. On est à l'extérieur, c'est match aller, il y aura le retour à Turin, c'est tout à fait normal. Mais ce que je comprendrais pas, c'est que Cancelo n'a pas joué beaucoup de matchs les matchs d'avant. Cancelo n'est pas dans une forme exceptionnelle, c'est un très bon joueur, je dis pas le contraire, mais il est pas dans une forme non plus fabuleuse. Le fait de me mettre à droite, c'était très bien, ça marchait contre la Lazio, je suis tout à fait d'accord. Mais le fait de jouer en 4-4-2, c'est vraiment le fait de se résigner à se dire bon, on va pas prendre trop de risques. Alors que Dybala, qui a été reposé contre Parme et en grande partie contre Sassuolo, il a quand même montré des choses qui sont folles, mais pas qu'offensivement. J'ai trouvé quand même qu'il s'insérait entre les lignes. J'ai trouvé quand même que c'était quelqu'un qui créait le jeu, et j'ai l'impression que même si l'équipe tourne très bien depuis 2 matchs, c'est un joueur qui crée énormément le jeu. Donc, le problème, c'est que c'est limite nos seuls joueurs à le faire, avec Pjanic. Mais Pjanic n'était pas là dans les matchs. Le souci, c'est que moi, je suis d'accord avec Cancelo, il y a aucun problème. Il a des qualités techniques folles qui fait que c'est limite un milieu de terrain qui est excentré. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui manque à Atletico, le fait de plus avoir un Felipe Luis à son top. Enfin, c'est une autre histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une sorte de résignation. Pourquoi on ne mettrait pas Dybala? Ok, je comprends tout à fait l'aspect tactique, c'est Atletico, faire attention, etc. Mais Atletico, on pourra pas qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire que même Bernardeschi et Cancelo, c'est-à-dire qu'on va utiliser des joueurs de couloir pour pouvoir centrer sur Ronaldo Mandzukic. C'est une tactique, il y a aucun problème. Mais je pense qu'à un moment donné, l'Atletico, il va falloir quand même faut les prendre, faut un peu les bouger. Je pense que, contrairement à ce que les gens pensent, ça sera pas un match défensif, ça sera pas non plus un match ouvert totalement à mort. Mais je suis persuadé que l'Atletico, ils vont essayer de jouer leur chance pour au moins nous mettre mal pendant au moins la première mi-temps. Mais ils vont au moins essayer de nous mettre mal là-dessus, et en fin de match avec les joueurs qu'ils ont. Alors après, est-ce qu'il faut mettre Dybala ou pas? Moi, je pense que il faudrait le mettre. Et je pense que Dybala n'est pas il a prouvé un peu le contraire, parce qu'il a été important en rentrant. Mais je pense pas que Dybala, c'est un joueur qu'il faut mettre en rentrant. Une équipe qui ne marche pas, si t'es perdu 1-0, faire rentrer Dybala sur un exploit de génie, je pense pas que ce soit la bonne solution. Je pense que Cancelo, le faire rentrer en jeu, comme contre la Lazio, et passer dans un 4-4-2 par exemple, je trouve que ça serait une très bonne solution. Maintenant, juste un dernier truc. Le seul truc qui me fait mentir, c'est qu'à chaque fois qu'Allegri a utilisé le 4-4-2 ou le 4-2-3-1 avec des ailiers, c'est des matchs style contre le Bayern, où on avait fait un match exceptionnel, on sortait de nulle part avec nos principaux blessés, donc Dybala, Marquisio et Kenny blessés, donc des leaders à chaque ligne. Et à chaque fois qu'il a sorti un 4-4-2, j'ai plus les matchs en tête, mais ça a toujours été une formation un peu Ligue des Champions. Les 2 matchs Manchester United sont dans 4-4-2. C'est ça. Donc il y a toujours ce côté où Allegri, il a ce truc de se dire en Ligue des Champions, il faut doubler les postes sur les côtés. Et c'est vrai qu'on a toujours cette faculté à faire des grands matchs avec des champions en jouant en 4-4-2. Maintenant, de là, sacrifier Dybala, qui est un joueur plutôt en forme dans le sens qu'en plus de ça, il ne joue pas tous les matchs, vu qu'il a été reposé quand même dans certains matchs où l'équipe devait retrouver des sensations, retrouver un certain modèle, une certaine manière de jouer, des mouvements, un certain équilibre. Je trouve que c'est dommage d'enlever Dybala, dans le sens que Dybala va peut-être rentrer en cours de match et faire des miracles après, mais pas sûr que ça soit ce type de joueur-là. Alors que Cancelo, je pense que c'est vraiment quelqu'un de très frais qui pourrait faire très mal sur son côté, et Lucas Hernandez est très fort, mais je pense que c'est là où on pourrait les taper, c'est le fait de pouvoir vraiment les annihiler en fin de match. Moi, je pense que c'est un match qui va être très serré, et surtout qui va se jouer vraiment dans la deuxième mi-temps.
pas sûr que le fait de limiter la casse en première et aller en deuxième mi-temps, ce soit forcément une bonne solution. Je pense vraiment que l'Atlético va vouloir tout arracher au début. Et s'ils vont vouloir tout défoncer au début, je pense qu'il va falloir surtout qu'on fasse un vrai contre-pressing et pas de l'attentisme. Et le problème, c'est que l'attentisme, j'ai un peu peur parce que j'ai un peu peur de ça. Donc je pense qu'il faut mettre Dybala, mais Cancelo c'est une bonne idée, mais plus en rentrant. C'est mon avis. Moi j'aime bien le 4-4-2. La Juve va devoir jouer contre nature sur ce match-là parce qu'elle pourra pas être aussi défensive qu'elle l'a été par le passé. Enfin comme elle aime l'être en tout cas en Ligue des Champions. Et du coup voilà, tu couvres tes arrières et t'es un joueur quand même ultra offensif avec Joao Cancelo, peut-être Bernardeschi, mais tu couvres ses arrières surtout s'il y a un contre parce que ça peut aller très vite sur les contres. Et voilà, après il y a que 2 places en attaque. Bon, tu sais qu'il y en a une, elle est pour Ronaldo d'office, et après tu sais que Ronaldo, il est mieux avec Mandzukic, hein. Mandzukic c'est important pour Ronaldo. Et puis moi ce que j'ai vu contre Sassuolo et ce que j'ai pas forcément vu dans d'autres circonstances, c'est effectivement des espaces qui s'ouvraient pour Khedira et Bernardeschi en l'absence d'un Dybala qui cette année joue plus milieu de terrain qu'attaquant. Raphaël, rapidement, Dybala ou pas Dybala? Alors sur les 2 derniers matchs, je vais dire Dybala. Après on a joué contre Parme et Frosinone. La dernière prestation de Dybala, c'est vraiment, comme j'ai dit plus tôt, la meilleure performance de la saison pour moi. C'est compliqué parce qu'on va avoir des absences. On a l'absence de Douglas Costa qui s'avère être confirmé de jour en jour. Ça fait une option de moins. Après, le 4-4-2, c'est vrai que c'est une possibilité. Après, moi, je suis pas trop fan de ce système de jeu. Moi, je ferais Dybala sur le banc et on le fait rentrer à la 55-60 si vraiment il y a un souci. Et puis, de toute façon, allez, je fais confiance à Allegri sur ce coup-là. Mais c'est vrai que je préférais voir un Ronaldo Mandzukic plutôt qu'un Ronaldo Dybala dès l'entrée en fait. Si je peux juste rajouter quelque chose, il y a vraiment le 4-4-2 pour moi c'est quelque chose qui peut être très bien utilisé où il y a aucun problème. Mais moi ce qui me dérange un petit peu, c'est que comme l'a dit tout à l'heure François, les ailiers ne sont pas vraiment des ailiers dans le côté titulaire de cette équipe. Donc pour moi c'est pas des joueurs qui vont déborder. Saoul va jouer à droite. C'est très défensif, hein, et on l'a vu avec voilà, l'équipe de France à gauche aussi. C'est une équipe qui est très inspirée de l'équipe de France, je trouve. Ouais, voilà, c'est un peu le côté où là je vais me baser sur des dires, mais mon pote qui suit énormément l'Atlético m'a dit par exemple que Lemar, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il a un profil très atypique. Il a un profil vraiment pour Simeone sur son côté qui est quand même assez fort parce que vis-à-vis de sa qualité sur coup de pied arrêté, il peut avoir un bon volume de jeu, il joue sur un côté mais il peut avoir un profil de milieu. Et en fait, on a je trouve doublé les postes sur les côtés pour notre équipe, sachant que de chaque côté on aura Saoul et Lemar qui sont pas forcément d'un côté on a Saoul qui n'est pas un joueur de côté et Lemar qui ne fait pas une très bonne saison. Je me dis que je trouve qu'on en fait trop de mettre des joueurs sur les côtés vraiment pour blinder et de pas conserver l'axe du terrain où là je pense on va avoir beaucoup de mal avec des joueurs comme Rodri s'il sera là, Thomas, Griezmann, Morata ou Diego Costa. Et c'est là en fait où je me dis j'ai du mal à voir le truc du 4-4-2 forcément, etc. Après je connais Allegri, il va me faire mentir comme d'habitude, mais si on joue comme ça va sûrement marcher parce que Cancelo est un joueur excellent, il peut créer du jeu, il va pouvoir faire des centres très bons parce qu'il a une très bonne qualité de centre. Mais ce que je veux dire c'est que j'ai l'impression qu'on va se perdre là-dedans. C'est vraiment une impression de se dire ok, faut pas les prendre de haut, mais faut pas non plus se dire que faut jouer défensif. Donc j'espère que c'est une formation assez offensive quand même. Le fait que KK2 n'est pas forcément défensif, mais j'espère qu'on va pas se faire de l'attentisme. François, en conclusion, ton pronostic pour ce match aller? Alors par rapport, je vais parler de Lemar parce que Liga a sorti un papier sur le positionnement de Lemar cette semaine. Donc pour ceux que ça intéresse, et sur Morata aussi sur la vie de la rédaction par rapport. On écrit souvent sur l'Atlético, donc voilà, je pense que vous pourrez à peu près tout trouver sur le club et sur le positionnement de certains joueurs. Alors tu m'en donnes un pronostic. Alors j'ai pas changé par rapport au podcast de tout à l'heure de Freya Liga. 0-0 des familles et ça va jouer le hold-up 1-0. Voilà, je pense que l'Atlético, s'ils font 0-0 avec pas être éliminé au coup d'envoi au Juventus Stadium, si jamais ils ont un petit but d'avance, alors là ça va être la galère. Et je pense aussi que le 4-4-2, ça peut être intéressant pour la Juve parce que ça annihilerait ce que proposerait Simeone, mais en revanche la Juve rentrerait dans la filière de l'Atlético. Est-ce que Allegri prendrait le risque de rentrer dans quelque chose où
le patron du 4-4-2, clairement, c'est Simeone. Vraiment, c'est élevé au rang d'art. Et prenez beaucoup d'équipes en Espagne, qui s'inspirent énormément de Simeone. Donc, c'est vraiment, en Espagne, c'est vraiment une référence. Le 4-4-2 est un des systèmes, même à plat, est un des systèmes les plus utilisés en Liga depuis 2 saisons. Même, peut-être un peu plus même. Donc, est-ce qu'Allegri prendra le risque de renoncer à une part de son jeu, de la Juve qui n'est pas en 4-4-2, pour bloquer clairement le double rideau colchonero? C'est à voir. Mais à mon avis, la Juve ferait mieux de jouer avec ses forces, sachant que, par exemple, elle a fait du 4-3-3, le 4-3-3 du Real Madrid, par exemple, a souvent gêné l'Atlético. J'ai un souvenir, un 3-0 avec un but de Ronaldo, notamment en novembre 2017 de mémoire. Donc voilà, c'est évidemment, de toute façon, je sais plus qui l'a dit, mais c'est vrai, ils vont mettre une grosse pression pendant 10-15 minutes. Ils l'ont fait. Le problème, c'est que, par exemple, ils l'ont fait contre le Real Madrid, mais ils ont complètement explosé derrière. Donc après, une fois que t'es prévenu, tu sais que pendant 15 minutes, le Wanda, c'est un très beau stade qui fait beaucoup de bruit. Alors, il a pas de charme du Calderon, évidemment, mais ça fait beaucoup de bruit les sorts de grands matchs. Ça peut, évidemment, les gens de la Juve, ils en ont vu d'autres, hein, mais c'est vrai que quand t'es poussé par ton public et tout ça, ça peut vite basculer dans ton sens. Donc voilà, ils vont avoir une première partie de première mi-temps très compliquée. Il va falloir qu'ils sachent la gérer. Surtout ne pas encaisser de but, parce que alors là, s'ils encaissent un but, là ils ferment la boutique et ça devient très compliqué de revenir. Parce que l'Atlético, c'est une très bonne équipe pour fermer. Donc une fois que tu l'as, la saison dernière par exemple, ils ont gagné beaucoup de fois 1-0. C'était pas fou. Et ils marquaient et tac, terminé. Ils arrêtaient complètement de jouer. C'était pénible à voir parce qu'on se dit en poussant. Alors des fois ils se font piéger, hein. Mais l'année dernière, ils se faisaient très rarement avoir, quoi. Et donc ils mettaient le cadenas. Alors là, laisse tomber, tu peux plus passer, quoi. Bah, c'est un peu comme la Juve par moment, hein. On met un but, on arrête de jouer, hein. C'est une remarque qu'on a souvent fait cette saison, oui. Bah, c'est toujours un peu dommage d'avoir de belles équipes de foot avec des bons joueurs qui d'un seul coup disent bon bah c'est bon, on a fait l'essentiel, terminé, quoi. C'est pas très agréable, quoi. Quand t'aimes le ballon, tu dis bon ouais, vous continuez, t'es tillé, quoi, t'es en train de dominer, vas-y, mets-en 2 ou 3. Et après ils laissent le ballon. En fait, ils acceptaient complètement de prendre des vagues, mais ils tenaient, quoi. Donc, après dans les gros matchs, tu te fais quand même plus souvent avoir que si c'était une équipe de mieux tableau, mais ils ont souvent ce côté-là d'un peu s'arrêter de jouer. Et là ils peuvent se faire piéger par la Juve en plus. Merci François d'être intervenu aujourd'hui. N'hésitez pas évidemment à aller regarder Furia Liga, et puis on mettra son profil aussi Twitter dans la description. Je ne prends pas les insultes. Merci. On essaiera de te couvrir. C'est trop tard après avec les messages sur la Viola. Non, mais c'est vrai que la Juve, vous êtes particulièrement embêtant, parce que même quand on a envie de vous détester, on peut qu'admirer votre système. Donc c'est quand même très embêtant, cette histoire. C'est que quand on voit en plus les différentes interviews que vous publiez, c'est toujours, moi je ne supporte pas la Juve, mais je dois reconnaître que la Juve, bah ils ont un système économique, sportif, voilà, que tout le monde envie, donc c'est très embêtant, voilà, c'est comme ça, hein, mais bon, non, mais c'est aussi bien de voir que les clubs qui bossent bien marchent, quoi. C'est toujours qui ont une vraie politique, une vraie ambition et des résultats. C'est quand même beaucoup plus rassurant que des clubs qui font n'importe quoi et qui cartonnent, quoi. J'ai pas dit le Real Madrid, hein, mais bon, voilà, quoi. Bon, je te souhaite en tout cas un très bon match à Madrid, et puis peut-être à une prochaine dans le podcast. N'oubliez pas que sur Style UV vous retrouverez l'avant-match avec Cosimo, les conférences de presse et les réactions d'après-match, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour faire le débrief de cette grande soirée européenne, et puis le live tweet évidemment de Raphaël sur le compte Twitter. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, un bon match, et rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Salut à tous.